Ils sont toujours avec nous, nos invités pour la suite de l'émission, Emmanuel Vivien, Tommy Joachim Italaki et Madame Dado Nora Noviekou, les 46 militaires graciés par le président malien Assimi Goïta sont accueillis en héros à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On va suivre l'intervention du lieutenant Adam Kouassi qui a remercié son président, le président Alassane Dramane Ouattara et tout le monde. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour nous, pour notre retour au Bénin. Adam Kouassi, réaction, joie, comme Italaki, on va voir les images tout à l'heure. Ils ont été accueillis en héros dans leur pays. C'est ce que les Ivoiriens ont longtemps attendu pendant près de 6 mois. Et pour moi, on ne pouvait pas faire autrement que de les accueillir en grande pompe, étant donné que cette crise n'a pas été que civile, mais aussi elle a été émaillée aussi de politique. Vous savez, lorsque vous êtes au pouvoir et que votre gouvernance est entachée de certaines irrégularités, il faut chercher à tout prix faire en sorte que toutes ces irrégularités soient effacées. Et c'est ce que le doyen, je peux l'appeler ainsi, Ado, a fait. Il a essayé donc de rassurer son peuple, le peuple qu'il dirige, que les militaires que lui, il a envoyés sous ses soins ne sont pas des mercenaires. Ça, c'est un premier message qu'il a voulu passer. Ouais. Ça, c'était très important de le préciser parce que lorsque vous envoyez des gens pour peut-être une autre mission, et qui sont accusés de mercenaires, de détruire un autre pays frère, la première action à faire par vous-même, c'est de rassurer dans un premier temps votre peuple que tout ce qui est en train d'être raconté est faux. Maintenant, dans ce message lancé par le président de la République, ou à travers le jeune Kouassi qui représente les 49 militaires, le porte-parole, il fallait aussi peut-être penser à la crise qui vient d'être, en tout cas, qui vient d'être enterrée par les deux pays. Parce que s'ils sont condamnés au niveau du Mali et reçus en héros au niveau de la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il y a polémique. Et donc, pour moi, peut-être les recevoir en héros, mais le message à passer ne devrait pas être trop pompé, histoire de pouvoir entretenir, n'est-ce pas, de bonnes relations entre ces deux pays. Parce que si d'autres même sont allés jusqu'à la condamnation à perpétuité par contumace à ces 3 demoiselles ou dames qui sont au sein donc qui font partie des 49 militaires. Vous voulez parler de 2 positions diamétralement opposées. Donc, on parle aujourd'hui d'enliser ou bien de faire en sorte que la crise soit carrément enterrée, mais le message à passer sur les médias n'encourage pas, selon ma propre analyse, n'encourage pas à ce que les deux pays connaissent quand même une paix durable. Parce que en les recevant en héros, alors qu'ils sont condamnés, moi je trouve simplement que il reste beaucoup à faire. Il faut un travail de fond. Mais ce qui me met un peu de réserve par rapport à cette analyse que je viens de faire, c'est parce que Assimi Goïta, la gouvernance du Mali a quand même gracié ces 49 militaires. Peu importe, il reconnaît quand même que ces 49 militaires, ils sont en tout cas, ils sont graciables et il l'a fait. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir et c'est l'essentiel en fait. On comprend, doyen, la joie du président Alassane Dramane Ouattara, parce que tout à l'heure, dans votre développement, vous l'aviez dit, à un moment donné, il y avait pression sur le chef de l'exécutif ivoirien. Cette pression venait de l'opposition. L'ancien président Laurent Gbagbo, lui, il en parlait. Chaque fois, on comprend également la joie de ces militaires. Il y a derrière leur famille, et puis on peut comprendre la joie des familles, parce que ce sont des parents qui sont arrivés au pays après ce temps d'épreuve. D'abord, tous les pays sont dans leur rôle. La Côte d'Ivoire a le droit de célébrer ce retour des enfants du pays. La Côte d'Ivoire a le droit de célébrer aussi cette victoire de la diplomatie
sur la violence. Parce qu'à un moment, il y a des déclarations qui disaient, écoutez, si vous ne voulez pas libérer les militaires, nous allons aussi vous attaquer vraiment maintenant et récupérer nos enfants soldats, si on peut s'exprimer ainsi. Mais au même moment, au niveau du Mali, il fallait aussi que le régime de transition, le pouvoir de transition, rassure les citoyens maliens que ceux que nous avons condamnés, ceux que nous avons écroués, on leur reproche quelque chose. Autrement, vous les aurez gardés pour rien du tout. Et il faut s'expliquer à l'opinion. Ce qui s'est passé à Abidjan et dans tout le pays, en Côte d'Ivoire, c'est que à un moment, certains ont commencé par critiquer le président Ouattara. Que, écoutez, pourquoi tu n'arrives pas à libérer ou bien à faire libérer ces militaires? C'est parce que tu te reproches quelque chose. Et les politiques sont rentrés dedans. On a écouté le président Laurent Gbagbo. Et puis, les critiques venaient de partout. La société civile également. Finalement, pas contre Ouattara seulement, mais contre son pouvoir et son régime et son parti ou groupe de partis politiques. Et des gens l'ont même utilisé à des fins de campagne pour les élections à venir. Voilà le visage du président que vous avez, qui envoie des gens qui sont arrêtés dans un pays, frères et amis. Et donc, Ouattara avait le droit. Vous avez vu que malgré que l'avion arrive à Abidjan pratiquement avant 1h du matin, tardivement dans la nuit, le président s'est déplacé et a salué un à un tous ces militaires-là. C'est de bonne guerre. De la même façon, si le régime de transition du Mali s'était limité juste au dialogue, à la négociation, à la médiation, et au mémorandum, et avait libéré les 49 militaires sans un procès, le régime aura à faire face également aux critiques des citoyens maliens, des politiques au niveau de Bamako et donc de tout le pays, le Mali, et même de la communauté internationale. Il y avait eu un cafouillage dans ce dossier des 49 militaires ivoiriens. Même l'ONU n'a pas su gérer ce dossier. On ne peut pas comprendre. Pour des gens, le problème venait même de là, au niveau des Nations Unies. Le premier jour où les soldats ivoiriens ont été accueillis, comme, je ne peux pas dire cueillis, comme une mangue, à l'aéroport, parce que je ne veux pas revenir sur certaines choses, mais je vois mal comment quelqu'un qui a fait la politique ou qui a fait la guerre et qui sait ce que c'est que la science de la guerre ou qui sait ce qu'on appelle une déstabilisation peut en pleine journée à midi ou 13h débarquer pour dire bon écoutez venez m'arrêter, je viens vous déstabiliser. Mais de la même façon aussi on peut comprendre le pouvoir malien qui ne peut pas admettre que l'ONU, en première partie, dise nous ne connaissons pas ces militaires. Et tout est parti de là. Et après le patron de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, est revenu pour dire non, nous les connaissons, ils sont en mission. C'est un cafouillage qui n'a pas sa place et qui a failli envenimer les relations entre ces pays africains. La CEDEAO avait le droit de mettre aussi la barre très haute pour que les deux pays mettent de l'eau dans leur vin. Un, pour que le Mali soit un peu sous pression. Quand même, le Mali dit nous sommes souverains. Deux, aussi, que la Côte d'Ivoire sache que au niveau international, au niveau sous-régional, il y a quand même des gens aussi qui comprennent notre position. Aujourd'hui, les mots qui sont sortis de la bouche de M. Ouattara sont très importants. Nous reprenons la coopération avec notre pays frère. Parce qu'au moment où les 49 militaires ivoiriens sont jugés, il y a d'autres militaires ivoiriens qui sont sur le terrain en train de combattre, de lutter aux côtés des soldats maliens contre le terrorisme. On a parlé du 8e contingent même. Bien sûr. Donc, on n'a pas demandé que les Ivoiriens qui sont au niveau de la mission des Nations Unies regagnent leur pays. Mais par contre, les autres, on les a condamnés à mort. On les a condamnés à 20 ans. Heureusement que cette grâce présidentielle est venue. Ensuite, en politique, pour un régime de coup d'État,
un régime de jeunes militaires ayant pris le pouvoir par la force, ça peut être diversement apprécié. Il faut prouver. Il faut montrer. Il faut des actions comme ça, comme la grâce présidentielle, pour pouvoir impacter aussi votre population, pour impacter aussi la jeunesse africaine. Je n'accuse pas Assimi Goïta, mais je me dis aussi que quelque part, on pouvait ne pas traîner cela. Mais en même temps aussi, quand le président Ouattara aussi avait levé le ton, ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas toute chose qu'on peut régler avec la violence. Et le Togo n'a cessé de leur dire, écoutez, vous devez mettre de l'eau dans votre vin, nous devons trouver le juste milieu, on doit trouver un consensus, ça ne nous honore pas. La CEDEAO aurait mieux fait de ne pas fixer une date pour l'ultimatum. Parce que quelque part, demain, une sorte de pression aussi. Hein. C'est vrai que cela n'a pas été respecté. Pression, mais on ne fixe pas une date si on n'est pas sûr que ce sera respecté. Et surtout que quand la date n'est pas respectée, vous ne pouvez rien faire. La CEDEAO n'a pas de militaires capables de lutter directement contre le terrorisme sur le terrain dans la sous-région. Sur les sanctions. Hein. C'est ce qu'on a constaté. Les sanctions qui ont été votées, qui ont été levées après, qui vont être votées encore, qui seront levées encore après. Et qui souffrent quand il y a les sanctions, c'est les populations. C'est toute la communauté. Et j'aimerais dire ici pour chuter que la population du Mali et la population de la Côte d'Ivoire ont montré aussi une maturité. Pendant que les politiques se battaient ou se faisaient la guerre, la population a gardé la cohésion, l'harmonie. On a montré que Maliens, Ivoiriens, Burkinabés ou Togolais, nous sommes des Africains. Et ça, il faut saluer cette maturité-là, parce que ça n'arrive pas tous les jours. On a vu pour des matchs de football entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont un peu âgés, on se souvient de ce qui s'est passé jusqu'à cette devenue chanson même. Et aujourd'hui, la population, les citoyens ont montré leur maturité. Il n'y a pas eu d'attaque de part et d'autre. On s'insultait côté diplomatique, on s'insultait au niveau de la hiérarchie, au niveau de la tête du pays, mais les citoyens ont gardé leur harmonie. Nous sommes des frères. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ivoiriens au Mali, et il y a beaucoup d'Ivoiriens et de Maliens au Togo. Alors, madame, comment vous pouvez expliquer cette jubilation exprimée à Abidjan au niveau des familles de ces militaires et également au niveau de l'exécutif ivoirien? Alors, je dis, hein, c'est normal. C'est normal. Après 6 mois, où tu ne sais pas si tu pouvais revenir chez toi ou pas, 6 mois d'incertitude, 6 mois... Où les maris ont manqué à leur épouse, 6 mois de pression, aux enfants. 6 mois de pression, ce n'est que naturel et normal, cette réaction des familles. Parce que ça fait un soulagement de pouvoir revoir les siens. Ça fait un soulagement de se dire, enfin, on est arrivé au bout de cette situation ou de ce poids. Parce que j'imagine, déjà même quand vous voyez les vidéos, on sent quand même que ça a un peu pesé sur eux. Il faut juste voir le visage. La pression était là. On peut lire la pression dans leur regard. Et j'imagine déjà quand ils étaient là, le moral, est-ce qu'ils avaient le moral? Certainement pas. Est-ce que les familles avaient le moral? Certainement pas. Et j'imagine encore, quand le Mali a donné son verdict, j'imaginais un peu l'ambiance ou bien l'émotion naturellement négative qui devait envahir les familles. Et qu'après, avec la grâce présidentielle, ouf. Donc, vous voyez, c'était un peu une situation, c'est-à-dire, c'est plein de rebondissements. C'était une situation pleine de rebondissements où on ne maîtrisait rien. On s'attendait à tout et à rien. Et donc, c'est naturel. Si les familles ne pouvaient pas jubiler, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent que faire ça. Et donc, ils étaient tous naturellement dans leur rôle et pour exprimer vraiment cette joie-là de revoir les siens. Et je me dis, même le président Ouattara, avant la libération et après la libération, il faut juste voir les images. Avant, c'était un visage un peu serré, très sérieux. Mais là, il était décontracté, il était en joie. Et c'est normal également. Et donc, maintenant, je me dis que
à la suite de ceci, il faut quand même tirer des leçons. Ouais. Parce que si on n'arrivait pas à tirer des leçons de cette histoire, encore qui, pour l'Afrique en tout cas, serait une leçon apprise, je me dis qu'on serait passé à côté. On l'a dit tantôt, toute cette histoire-là, au final, il serait difficile de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Parce qu'en fait, il y a tellement de versions. On ne sait plus qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Il y a eu beaucoup de rebondissements et il faut peut-être prendre le temps. Peut-être avec le temps, on va mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire... Pas de dire exactement ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'il y a tellement de rebondissements. Parce que l'amunissement qui est censé, en réalité, savoir qui vient dans le cadre de son travail, ben, c'est lui qui sort en premier pour dire « je ne les connais pas ouais. ». Et après, revient pour dire « ah non, il y a un souci, mais ça pose un problème ». Et donc, quelque part, les gens vont dire « mais le Mali aussi avait raison ». Mais au même moment, dans disons, dans les discussions, dans les échanges, on a vu des propos qu'il ne fallait pas, ouais. qui ont empiré la situation et qui a failli affaiblir la médiation. La médiation du Togo. Et c'est ça aussi pour dire qu'il n'y a pas d'acquis en médiation. En médiation, tout peut arriver et il faut avoir une certaine maturité, une certaine expertise pour pouvoir... Être persévérant. Oui, surtout. Et être persévérant, surtout dans la durée, pour arriver au bout de quelque chose. Et là, c'est intéressant de voir qu'ils sont quand même arrivés avec un mémorandum. Maintenant, il va falloir voir le contenu de ce mémorandum et s'assurer que chacun puisse le respecter parce que maintenant, le suivi de l'accord, généralement, c'est ce qui aussi nous manque parfois quand on fait les dialogues, les accords. Souvent, il n'y a pas le suivi. Et quand il n'y a pas le suivi, on peut encore revenir en arrière. Mais dans ce cas, j'espère qu'on n'aura pas à revenir en arrière, mais que chacun va jouer sa partition. Et donc, que cette expérience, en tout cas, ne revienne plus. Ce n'est pas à souhaiter. Il a fallu pour peu que ça tourne à autre chose. Cette jubilation également, on peut la sentir peut-être dans les campagnes pour les élections municipales à venir. En Côte d'Ivoire, c'est bientôt ces élections dans ce pays. On l'a dit tout à l'heure, le président Alassane Dramane Ouattara était tapé à un moment donné par les politiques, ses adversaires. Hein. On peut profiter de toutes les occasions pour frapper et à chaque moment. Joie comme Italake, le président a été touché. Maintenant que le résultat est là, il peut servir, il peut prendre justement ce résultat pour ses campagnes à venir. L'homme politique, en réalité, cherche que des occasions pour s'affirmer au sein de la masse populaire. Et ce qui s'est passé en réalité, lorsque Ouattara n'arrivait pas, disons ça comme ça, n'arrivait pas à faire revenir les militaires envoyés au Mali, vous allez voir que c'était vraiment un coup dur sur sa personne, sur sa notoriété, sur son pouvoir, sur son parti. Donc le fait pour ces militaires de recouvrer leur liberté totale est une victoire pour lui, pour son parti, pour sa politique, pour sa gouvernance. Ça, c'est forcé. Maintenant, ici, il faut maintenant aller au-delà de cela et ne pas que tomber dans cette liasse. Forcément, les hommes politiques y profitent. Quand il y a une situation, il faut toujours tirer le bon côté pour pouvoir donc avancer. Il faut maintenant rassurer le peuple par rapport à cette libération. Qu'est-ce que le peuple va gagner? Bien sûr, il y a les familles qui retrouvent leurs parents, il y a les parents, les papas, les enfants qui retrouvent leurs papas, il y a les femmes qui retrouvent leurs maris et tout. Et donc, ça ne peut qu'être applaudi par la population. Et vous allez voir que cet incident aura forcément des faits majeurs sur donc, les élections municipales dont vous parlez, qui aura lieu. Donc, c'est forcément, ça va avoir des faits positifs, étant donné que c'est venu, il y aura un peu d'euphorisme au sein de la population. Et que si la libération n'était pas effective et avant les échéances qui sont en vue, Ouattara allait forcément recevoir un coup dur parce que ces différents représentants au sein des communes seraient repoussés par donc, la population qui ressentirait forcément de la haine et surtout de la mésentente et tout. Et donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Ouattara,
pour son parti politique et pour tout son camp qui l'entoure, et aussi pour le peuple ivoirien. Bonne nouvelle pour le président Ouattara. On a vu également la presse ivoirienne durant ces 6 mois. Doyen Emmanuel Vivien Tomi, c'est une presse qu'on voit les deux pays. Le Mali était sur sa position, la Côte d'Ivoire également était sur sa position. Et c'est normal, on peut comprendre. C'est normal, mais en réalité, en tant que médias, nous, on se devrait de ne pas trop prendre parti, mais d'analyser, de critiquer sans avoir peur, d'être peut-être aussi critiquer à notre tour ou bien d'être appelé à répondre. Des médias également qui ont peur peut-être d'irriter le pouvoir en place au moment où il y a des négociations, il y a de la diplomatie. Justement, vous avez vu que même quand on faisait les débats sur le sujet, il y a quand même certaines limites qu'on ne dépassait pas pour donner une chance de réussite à la médiation. Mais on a remarqué en Côte d'Ivoire comme au Mali des médias qui ont été un peu jusqu'au boutiste sur la question en défendant une seule cause, alors qu'il fallait, effectivement, comme on le dit en journalisme, il faut donner la parole même au diable pour qu'il s'explique. L'affaire de Jésus-Christ a été condamnée après parce qu'on dit, normalement, on n'a pas assez défendu Jésus-Christ, suivant l'histoire biblique. Il fallait lui donner un avocat, il fallait que quelqu'un le défende. Si lui-même, il ne parlait pas. Alors, en journalisme, on dit que même le diable, même le serpent qui a mordu, tu lui donnes la parole pour qu'il explique pourquoi il a mordu. Et certains ont fait leur boulot. On a vu à Bamako, Joliva TV, par exemple. On a vu par la suite, il y a eu des sanctions également en Côte d'Ivoire. On a vu la télévision locale qui organisait des plateaux et il y a certains journalistes qui critiquaient la Côte d'Ivoire. En principe, justement, le travail des médias, ce n'est pas de caresser dans le sens des poils, mais c'est de dire la vérité, d'analyser, de commenter aussi. Et donc, on ne peut pas normalement, si tu dissocies les faits des commentaires, on ne doit pas normalement t'inquiéter pour ton avis que tu émets sur le sujet. Mais si tu en fais trop, peut-être, par patriotisme, on peut te rappeler à l'ordre. Mais ce qui s'est passé d'une façon générale, les médias africains n'ont pas été alarmistes, n'ont pas joué le rôle de la radio d'Émile Collines, et puis les médias ont été d'une façon générale responsables. Ça, il faut le reconnaître. Il peut y avoir quelques égarements des fois, mais on peut contenir cela. Aujourd'hui que la libération a eu lieu, ceux qui avaient, même sur les réseaux sociaux, dit qu'il n'y aura jamais de libération de ces militaires-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent vous raconter encore à l'opinion? C'est pour ça qu'il ne faut jamais être jusqu'au boutiste, il ne faut jamais être radical, parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer. Le Mali, même chose. Le Mali, on a raconté des choses sur le gouvernement de transition, que, écoutez, ils vont céder à la pression. Mais le gouvernement malien n'a pas cédé à la pression. Le gouvernement malien a accepté plutôt la négociation, la diplomatie. J'ai aimé aussi ce mot de Ouattara quand il dit, je pense même inviter le président Assimi Goïta très prochainement chez moi, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération entre nos pays frères. Et je voudrais dire en même temps que le président Assimi Goïta, quand même il est souverain, il ne doit pas aussi oublier qu'il est dans un continent et qu'il y a dans une communauté. Dans une communauté. Et donc, pour le moment, on l'a vu à Accra, on l'a vu à Lomé, et puis donc, on l'a cette vu invitation, je ne pense pas que le président Assimi Goïta devrait refuser cette invitation. Si les conditions sont réunies, pourquoi ne pas rendre cette visite-là à son grand frère Ouattara Alassane son père même. Bon, mais comme ils sont des collègues, on va dire grands frères, ils sont des homologues. Et donc, c'est important que les deux présidents montrent un autre signe après cet incident, en disant, cette page est fermée, avançons. Évoluons dans la coopération sud-sud. Voyons ensemble ce que nous pouvons faire encore pour renforcer la sécurité de nos États. Et surtout, faisons un effort pour que cela ne se répète plus. L'autre chose aussi, c'est que tous les pays, y compris même le Togo, tous les pays seront maintenant très méfiants vis-à-vis des missions de
de l'ONU. Et donc, si il y a eu des erreurs administratives, je pense qu'il faudra veiller à ce que cela ne se répète plus pour qu'on n'ait pas à mettre des gens comme ça en prison pendant 6 mois et pour les relâcher après. Vous savez, quand on les a graciés, c'est une bonne chose, mais le fait qu'ils soient déjà condamnés avant d'être graciés, ça fait mal. Donc, on pouvait éviter cela au niveau des Nations Unies. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Par rapport à... par rapport à la joie en Côte d'Ivoire, à l'invitation même, pourquoi pas. À monsieur Koïta. Alors là, l'invitation... bon, ce qui est sûr, le président Ouattara n'a fait que, je dirais... Son boulot. Hein. Oui, son job. Et il fallait aussi montrer que, ils reprennent tous sur une nouvelle base. Et donc, maintenant, on verra de façon pratique, est-ce que cette invitation sera officielle, formelle, et ça se fera. Et puis, parce que là, c'est juste des propos pour le moment. Et c'est bien quand même l'intention. Maintenant, on verra dans la faisabilité. Mais, tout en n'oubliant pas que Assimi Goïta est dans une situation aussi qui ne l'arrange pas forcément. Parce que après avoir pris, je dirais, le pouvoir, il n'est pas forcément dans le même schéma que les autres présidents. Et donc, est-ce qu'il va accepter se déplacer de son pays? Je maudis, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un, on l'a déjà vu à Accra, on l'avait vu également quelque part. Il faut rappeler aussi surtout que le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont 2 lignes de gouvernance diamétralement opposées. Parce que l'autre, peut-être... Mais ce sont des pays souverains quand même. Ils sont souverains, certainement. Quoi? La ligne se trouve, ou bien les lignes se trouvent à quel niveau? Je vous explique. Les lignes se trouvent au niveau donc, des partenariats entre les pays. Je parle ici de la France, qui aujourd'hui ne peut... la Côte d'Ivoire qui est pieds joints en relation avec la France, et au même moment le Mali Comment qui a non, je reviens, qui a forcément ils ont une coopération avec la Russie, rompu toutes les relations et partenariats avec la France. Et donc pour moi, pour Goïta d'accepter une invitation de Alassane Ouattara, vous savez, il est en train de gouverner un peuple et ceci devrait passer par une consultation populaire. Parce que s'il ne l'a pas fait... Non, je ne pense pas. Non, je reviens. S'il l'a pas fait... Si vous êtes président, vous êtes invité, vous devez consulter d'abord le peuple par référendum ou bien comment? C'est normal en politique ou carrément on suppose que c'est le peuple qui vous a mis là-bas pour répondre à son nom. On a l'habitude de dire en politique que l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et donc, Assimi Goïta doit faire beaucoup attention. Lui qui va à Abidjan, c'est comme s'il va à Paris. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Et donc, il doit faire beaucoup attention dans ses relations avec d'autres pays. Je n'écarte pas la possibilité, donc, pour Assimi Goïta de pouvoir aller en Côte d'Ivoire. Je ne l'écarte pas, c'est possible. Mais ceci doit être beaucoup plus mûri, étant donné qu'il a refusé toute relation avec la France. Et donc, aller en Côte d'Ivoire, ça sous-tend quelque chose qu'il faut beaucoup réfléchir et puis avant de pouvoir se lancer dans cette aventure. En tout cas, Assimi, il n'a pas refusé toute relation avec la France. Il a toujours parlé de partenariat gagnant-gagnant. Et puis, nous sommes en Afrique. Aller à Abidjan, ça ne veut pas dire forcément qu'il va à Paris. Si vous le permettez, on va marquer juste une pause. La pause pour le journal. On revient pour la suite de l'émission spéciale Mali, Côte d'Ivoire, CEDEAO, Togo, etc.